Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 13e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. Pour les habitués de notre podcast, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas la voix de Sidonie Watrigan, notre journaliste habituelle qui est empêchée aujourd'hui et que je vais remplacer donc en tant que directeur de l'URPS. Notre souhait, notre objectif reste le même, vous le savez maintenant, il est de répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous médecins libéraux d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, nous allons parler de la téléconsultation. Alors que l'on n'imaginait pas ou peu avoir une téléconsultation avec son médecin et inversement avec son patient avant 2020, le Covid a montré que tout était possible dans ce domaine. Aujourd'hui, la plupart des médecins ont intégré cet outil dans leur pratique, mais nombreux témoignent que l'examen clinique présentiel est essentiel à une bonne prise en charge. Pour autant, ce boom a été aussi l'occasion de voir se développer un marché de la téléconsultation avec l'arrivée de sociétés de téléconsultation, de plateformes de téléconsultation, de cabines de téléconsultation dans les pharmacies, chez les opticiens, dans les mairies, dans les gares peut-être, avec un très net tournant marketing de cette pratique. J'en veux pour preuve les campagnes faites auprès des pharmacies, installer une cabine dans votre officine et booster votre chiffre d'affaires. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est faut-il davantage réglementer cette pratique? Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Albert Lottmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la CPAM de l'Essonne et directeur coordonnateur de la gestion du risque de l'assurance maladie pour l'Île-de-France. Et le docteur Jean-Marc Spira, également à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin libéral à SOS Médecins Grand Paris, élu de l'URPS Médecins et coordonnateur de la commission coordination et organisation des soins de l'URPS. Alors vous avez tous les deux beaucoup travaillé sur le sujet de la téléconsultation. Vous, Albert Lottmann, au travers d'une étude que vous avez conduite pour l'assurance maladie avec les chiffres donc au premier semestre 2023 et vous nous en présenterez quelques-uns. Et vous, docteur Jean-Marc Spira, au sein de l'URPS en lien avec la commission e-santé au travers d'une étude sur les pratiques de plateformes de téléconsultation et plus récemment en contribuant au référentiel HAS applicable aux sociétés de téléconsultation. Première question peut-être à Albert Lottmann. Quelques chiffres. Où en sommes-nous en termes de volume? Est-ce que finalement la téléconsultation se développe après cette période post-Covid en Île-de-France? Alors oui, notre étude à laquelle vous faisiez référence portait sur les téléconsultations de médecine générale en Île-de-France sur le premier semestre de l'année 2023 et ça porte sur 1,4 million de consultations. Donc on voit que c'est quand même devenu quelque chose de très significatif. Très bien. Et dans ce domaine de la téléconsultation, est-ce qu'il y a finalement un profil type des patients téléconsultants? Est-ce que vous constatez qu'il y a des utilisateurs fréquents, on va dire, de cette téléconsultation et quels sont les principaux motifs de téléconsultation que vous pouvez suivre? Alors, je disais, notre étude là sur le premier semestre, mais c'est le début de ce qu'on veut monter comme une forme d'observatoire des pratiques de téléconsultation. On va recommencer sur 2024 pour justement aussi comparer les évolutions. Je disais 1,4 million de téléconsultations pour 770 000 en gros patients en Île-de-France sur le premier semestre 2023. Les patients qui téléconsultent sont des patients beaucoup plus jeunes que la moyenne des patients de la région. C'est vrai que ce soit des patients qui recourent aux plateformes spécialisées de téléconsultation ou des patients qui recourent à la téléconsultation d'un médecin généraliste libéral. Il y a dans l'étude quand même une petite surprise, c'est qu'on voit aussi que pour les opérateurs, en tout cas les 3 qu'on avait suivis dans notre étude, mais je pense que c'est représentatif, pour les patients qui passent par les plateformes de téléconsultation, on va y retrouver un autre type de public plus atypique et moins attendu, qui est un public de bénéficiaires de la C2S, donc un public plutôt en situation de précarité, qui n'a pas de médecin traitant. Ce qui montre bien, en tout cas en Île-de-France et particulièrement sur certaines zones de l'Île-de-France,
que ces plateformes de téléconsultation peuvent être une porte d'accès aux soins pour des personnes qui ont du mal à accéder aux soins. D'accord, très bien, merci pour cet éclairage. Et alors de l'autre côté de l'écran, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un profil type des médecins généralistes dans l'étude que vous avez faite qui sont téléconsultants? Est-ce que il y a particulièrement une tranche d'âge ou une tendance urbaine ou rurale qui se dégage? Alors, on n'a pas dans notre étude beaucoup creusé la question du profil des médecins téléconsultants. Là, je parle des libéraux. Vous avez compris que notre étude, elle compare quelque part la téléconsultation d'un côté réalisée par des médecins généralistes installés et par des opérateurs de téléconsultation. Sur les médecins libéraux installés, ce qu'on voit, c'est qu'en Île-de-France, c'est très hétérogène, que y a des départements où la part des médecins qui téléconsultent est beaucoup plus importante que dans d'autres. C'est notamment très fortement dans le 92. Dans les Hauts-de-Seine, on a plus des 3/4 des médecins généralistes libéraux installés. Donc, en gros, ça fait 600 médecins généralistes qui ont pratiqué sur le premier semestre 2023 au moins une téléconsultation. Donc, ça ne veut pas dire que les 3/4 pratiquent régulièrement de façon intensive la téléconsultation, mais c'est très répandu. On a des départements où c'est beaucoup moins le cas. Et c'est le Val d'Oise qui est le département où la part des médecins qui réalisent des téléconsultations est la moins élevée. C'était 356 médecins sur 1022. Donc vous voyez qu'on est sur une beaucoup plus faible part. C'est le 95, le 93 et l'Essonne. Donc des départements qui pour autant peuvent être concernés par des zones d'accès aux soins très compliquées ou de démographie défavorisée, qui sont un peu en retrait sur la part de l'ensemble des médecins généralistes qui téléconsultent. Je ne sais pas expliquer vraiment ces différences. D'accord, très bien. Dans une prochaine étude peut-être. Alors comme vous le disiez, il y a deux types de profils de médecins. Il y a les médecins qui sont libéraux et qui téléconsultent et les médecins qui sont, on va dire, au sein de plateformes de téléconsultation. Docteur Jean-Marc Spira, à l'occasion des travaux menés au sein du RPS, vous avez travaillé sur ces contrats qui lient les médecins et les plateformes de téléconsultation. Quels sont les principaux enseignements qu'on en tire? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire aux confrères qui signent ce type de contrat? Quels éclairages finalement? Bon, déjà, dans un premier temps, je pense que c'est important de dissocier les médecins qui utilisent la téléconsultation pour leurs propres patients et les médecins, donc les sociétés commerciales qui proposent au grand public des téléconsultations. Et notre travail, donc, était plus un travail à la fois juridique et organisationnel en collaboration avec Maître Caron. Et concerne plutôt les plateformes commerciales. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que les médecins généralistes qui s'inscrivent sur ces plateformes comprennent que ça modifie un peu la relation entre le médecin et le patient. C'est-à-dire que ces plateformes, elles proposent des CGU, donc qui fixent contractuellement les relations, les règles d'utilisation du site et qui définissent un peu les droits et les devoirs des patients, des médecins et des téléconsultants. Donc la première chose, il faut absolument que les médecins qui s'inscrivent sur ces plateformes soient informés de ces CGU, lisent les contrats bien sûr. Merci pour cet éclairage. On a aussi un certain nombre de témoignages de médecins qui ont l'impression que finalement, faisant suite à une téléconsultation, il y a souvent une consultation présentielle. Est-ce que votre étude, Monsieur Hotman, a permis justement un petit peu de voir quelles étaient les suites de prescription suite à ces téléconsultations, que ce soit d'une part donc sur les nouvelles consultations, mais aussi en termes d'arrêt de travail ou de prescription de médicaments? Alors, je vais essayer de vous répondre à toutes vos questions, mais dans mon ordre. Je vous en prie. D'abord, en gros, ce que montrait la photo du premier semestre 2023, c'était que sur cet ensemble de téléconsultations, les médecins généralistes libéraux installés représentaient à peu près les 2/3 et les plateformes 1/3 du volume total des téléconsultations. Que les médecins généralistes, quand on regarde les patients qui les téléconsultent, pour 60%, c'est des patients dont ils sont le médecin traitant, mais pour le reste, c'est aussi des patients
qu'ils téléconsultent pour la première fois. Donc, on a pu en comparer, parce que je vais parler après des prescriptions, hein, mais on a pu comparer les cas où le médecin est supposé déjà connaître le patient de cas où le médecin généraliste est dans la même situation que les plateformes ne connaissant pas le patient. Nous, assurance maladie, on n'a pas les motifs de consultation, mais on peut suivre les prescriptions. Donc, on essaye, mais c'est intéressant qu'on y travaille ensemble, hein, de reconstituer. C'est une étude qu'on a faite avec le service médical de l'assurance maladie. Hein, c'est une étude médico-administrative. Bon, alors les prescriptions semblent montrer que les motifs de consultation, c'est la sphère ORL sur des pathologies, on va dire, saisonnières courantes, beaucoup le nez qui coule, beaucoup des gouttes pour le nez, beaucoup de Doliprane, bon. Et puis les problèmes, on va dire, qui touchent au transit d'une manière générale. Ça, c'est l'essentiel, que ce soit chez les médecins généralistes ou les plateformes. Est-ce qu'on a vu des anomalies sur les prescriptions? On est allé regarder, alors en étant très prudent, parce que si on regarde les sujets de qualité, il faut les regarder d'un côté et de l'autre, etc. On a vu un sujet qu'on attendait, mais pas à ce point, c'est que les plateformes de téléconsultation ont tendance à une surprescription d'antibiotiques, surtout quand on le compare par rapport aux médecins généralistes. Et ça, c'est un problème de santé publique. Sur la réitération, on est à 15 jours. On est autour de 19% pour les médecins généralistes qui téléconsultent. Donc, ça veut dire que dans 19% des consultations, il va y avoir une reconsultation à 15 jours. C'est 25% pour les plateformes qu'on a étudiées de près. Donc, c'est plus. Mais en même temps, c'est un peu... Là, quand je vous parle de 19%, c'est à la fois pour les patients dont on est le médecin traitant, pour les libéraux, hein, et les nouveaux patients. Voilà. Si on compare sur uniquement les patients qu'on connaît pas, ça va réduire un peu la différence entre les deux. Donc, c'est normal que pour des patients qu'on ne connaît pas, alors qu'on est en téléconsultation et qu'on peut pas ausculter le patient, de lui dire, si ça va pas mieux dans 8 jours, allez voir votre médecin ou allez voir un médecin, ne paraît pas complètement saugrenu. Et en même temps, 25%, c'est beaucoup. Donc voilà, moi je suis modeste sur l'interprétation de ces chiffres, mais on s'attendait à avoir un taux de réitération important. Finalement, entre les médecins de ville et les plateformes, la différence me paraît être dans le champ de ce qui peut s'expliquer. Très bien, merci. On a aussi beaucoup de questions des médecins libéraux autour de ce plafond des 20% de téléconsultation. Et à ce titre-là, on va prendre une question d'un de nos auditeurs qui s'adresse à vous, Monsieur Lottmann. Bonjour, Monsieur le Directeur. Je suis le docteur Gironi, médecin psychiatre en Seine-et-Marne. La question est la suivante. Faut-il réglementer les téléconsultations à 20%, sachant que c'est une pratique qui donne son accessibilité aux soins pour les personnes en grande difficulté de mobilité et souvent recours à des VSL et des ambulances qui sont très coûteux pour la Sécu. Est-ce que c'est possible de maintenir ce dispositif qui a donné son efficacité, surtout pendant la période de Covid? Merci. Alors, c'est une question qui est importante et qui fait l'objet de débats forts, y compris dans le cadre conventionnel avec les syndicats de médecins. Pour la médecine générale, on voit bien que le risque avec le développement important de la téléconsultation et de tous les systèmes de permanence des soins ou de soins non programmés, c'est d'avoir un système à deux vitesses entre la coordination autour de patients complexes, âgés, polypathologiques, où le diagnostic est complexe, et des canaux réservés à de la pathologie de la vie quotidienne, simple, rapide et courant. Et donc voilà. Et donc nous, les 20%, c'est un garde-fou pour ne pas déstructurer l'organisation des parcours de prise en charge, et pour dire les choses, ne pas désinciter aussi des praticiens, des médecins à s'installer et à aller s'occuper d'une patientèle qui est de la population française qui vieillit et dans lequel les affections de longue durée sont de plus en plus importantes. On voit bien que sur certaines spécialités, notamment la psychiatrie, les choses sont très différentes. Aujourd'hui, quasiment tous les psychiatres pratiquent de la téléconsultation, beaucoup plus que les généralistes.
et qu'il y a un accord entre les patients et les psychiatres pour considérer que dans le suivi de patients qui nécessitent des suivis au long cours, et notamment compte tenu des difficultés de circulation en Île-de-France, etc., ça optimise le temps médical, ça facilite la vie du patient et finalement chacun s'y retrouve. Donc moi je vois bien que peut-être que ça peut avoir du sens d'examiner de façon un peu différente ce seuil de 20%. Moi, aujourd'hui, ce que je comprends, en tout cas dans les discussions conventionnelles qu'on a au niveau régional, dans les commissions paritaires régionales ou dans les commissions conventionnelles locales, c'est qu'il y a une très grande vigilance d'un certain nombre d'organisations de médecins pour dire que ce seuil de 20%, il doit être maintenu et il doit être contrôlé par l'assurance maladie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on voit qu'un médecin s'approche du seuil, on lui envoie un courrier, on lui permet de se situer par rapport au respect de ce seuil ou pas, par rapport à ses confrères, etc. Et en général, ça se régule assez bien. On a très peu de médecins qui, aujourd'hui, dépassent le seuil. Mais il y a une possibilité. On peut s'adresser à sa CEPAM, notamment les psychiatres l'ont beaucoup fait. Et quand un psychiatre demande une dérogation au seuil, en général, il y a un accord, mais donc de la profession, des représentants de la profession, pour accorder, compte tenu de la spécificité de l'exercice du psychiatre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Absolument, parfaitement. Alors, on comprend bien comment ça s'applique aux médecins libéraux. Ce 20%, comment il s'applique finalement aux médecins qui sont en plateforme ? En réalité, aujourd'hui, on parle d'acteurs qui sont très différents dans leur organisation. Certains salariant des médecins par des vacations, c'est pas du salariat à temps plein, sur des plateaux où les médecins sont là et font de la téléconsultation, parfois avec un statut de centre de santé et facturé avec un statut de centre de santé. D'autres font appel à des libéraux qui s'inscrivent sur un planning un peu comme Doctolib et font des créneaux horaires, mais facturent ensuite avec leur numéro de professionnels de santé et donc ne sont pas forcément dans le système d'information de l'assurance maladie reliés à la plateforme qui les a mis en relation avec le patient. Et donc, demain, avec la mise en place de ce statut d'opérateur de téléconsultation, on va pouvoir beaucoup mieux mesurer ceux qui passent par des acteurs comme Care, Livy, etc. et ceux qui passent directement par une téléconsultation en direct avec leur médecin traitant. Mais aujourd'hui, donc je rentre pas dans le détail de comment on le contrôle, mais je peux vous dire que les opérateurs de téléconsultation aujourd'hui sont responsables du contrôle de ces 20%-là. C'est-à-dire quand ils salarient des médecins, quand ils font faire des vacations à des médecins, c'est souvent des médecins retraités ou des jeunes médecins qui sortent de leurs études et qui ne se sont pas installés, enfin, qui sont pas encore installés. On vérifie que, par ailleurs, ils ont des vacations, des remplacements, etc., qu'ils ont une autre activité et que le taux de téléconsultation ne dépasse pas les 20%. C'est contrôlé et l'assurance maladie, service médical ou service administratif, peut tout à fait faire des contrôles sur place pour vérifier si ces seuils-là sont respectés. Absolument. Merci de ces précisions. Il y a une réaction dans la salle. S'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Lomna Adjani. Donc, en fait, moi, je voulais vous parler donc cotation et de ces 20%, surtout par rapport au SAS. Donc, maintenant, il y a une plateforme qui sont autorisées à participer au SAS pour téléconsulter. Donc, déjà, est-ce qu'ils vont pouvoir coter le SNP? Est-ce que ces téléconsultations vont rentrer dans le seuil des 20%, premièrement? Et deuxièmement, ma question comptait aussi sur le calcul, en fait. Parce que vous avez des téléconsultants qui font à la fois de la régulation et qui ont aussi une activité salariale et en fait qui se retrouvent avec un taux de téléconsultation élevé parce que la régulation est sortie de leur activité globale et leur activité salariale n'est pas comptée. Donc Oui, je comprends. Voilà. Donc moi je voudrais savoir comment on arrive, peut-on calculer cela et laisser tomber cette activité-là et puis finalement quelle est la sanction? Ouh là là. Pour le moment, la question de la sanction, elle s'est pas tellement posée parce que, je vous le dis, globalement, il y a peu de médecins qui dépassent. Et même, on a parlé des psychiatres. Finalement, moi, je croyais que tous les psychiatres allaient être à des seuils très très élevés, etc. Finalement, quand on regarde, en moyenne, c'est plus que 20%, mais c'est pas non plus, ça dépasse jamais la moitié de l'activité. Bon. Moi, donc, je sais pas répondre à toutes vos questions.
Sur le seuil de 20%, en revanche, pour le moment, la téléconsultation qui se fait dans le cadre du SAS, elle rentre bien dans le seuil de 20%. Mais comme les ARS et l'assurance maladie ont plutôt intérêt à encourager la structuration et l'organisation dans chacun des départements de l'Île-de-France de cette réponse qui permet de trouver une réponse à des soins non programmés sans déréguler le système. Nous, on pense que le SAS, c'est ça que ça apporte. On a plutôt envie d'accompagner les praticiens qui sont dedans. Et donc, je pense que c'est un bon motif pour demander une dérogation à la commission paritaire locale en disant, moi, je suis autour du seuil ou je dépasse le seuil, mais c'est parce que ça correspond à mon activité dans le cadre du SAS. Je pense que ça s'entend. Mais après, ça sera à la section professionnelle donc les vos représentants dans les commissions qui examineront. Je pense que ça, c'est un bon motif de demander une dérogation. On va revenir sur le sujet en fait des cabines de téléconsultation et des sociétés de téléconsultation. Docteur Spirin, vous avez contribué au référentiel HAS encadrant l'activité des sociétés de téléconsultation dans le cadre du travail de l'URPS. Quelles sont les principales avancées aujourd'hui? On voit des cabines de téléconsultation s'implanter un peu partout en Île-de-France. Qu'est-ce qu'a permis ce référentiel? Effectivement, nous avons participé à plusieurs réunions de travail avec la HAS à la suite de l'étude que nous avons publiée sur le site de l'URPS sur les plateformes de téléconsultation et sur les télécabines. Donc pour les télécabines, déjà les sociétés qui les installent devront mettre à disposition une assistance technique formée qui pourra accompagner le patient si nécessaire. Et ça, c'était un point qui était important pour nous. Et ils devront aussi justifier d'une procédure d'hygiène stricte et d'une traçabilité. Alors pour les médecins téléconsultants, ils auront accès à des formations adaptées et les sociétés devront aussi présenter un vrai plan de formation et un suivi de demandes faites par les médecins. Alors les recommandations de l'URPS qui n'ont pas été retenues dans le référentiel HAS, c'est d'abord l'évaluation de la pertinence des équipements, puisqu'on parle effectivement de beaucoup de téléconsultations augmentées, mais il n'y a pas vraiment d'évaluation de la qualité et du retour en fait de ces équipements. Ça manque un peu dans le référentiel. Il y a aussi la question de la limitation des prescriptions et des prescriptions de médicaments et d'examens. Je sais qu'il y a certaines plateformes, on a pu évaluer ça dans l'étude aussi, qui limitent les prescriptions, en particulier des médicaments, et qui régulent aussi les appels en fonction des motifs. Parce qu'on va pas, par exemple, une douleur abdominale, ça va être compliqué de donner des antidouleurs et des antispasmodiques sans avoir pu examiner le patient. Donc ça, c'est des limitations que les plateformes réalisent, pas toutes, mais certaines. Il y a aussi le codage des actes qui n'est pas abordé dans le référentiel et les éléments qui concernent le respect des données personnelles, qui n'ont pas été aussi détaillé. Mais bon, ça peut concerner aussi d'autres organismes que la HAS. Bien sûr. Et pour ce qui est donc de l'autorisation d'implantation, je crois que c'est évoqué en fait dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé, mais aujourd'hui finalement ces cabines, elles se développent sans qu'il y ait aucune autorisation qui soit donnée. Est-ce que du côté de l'assurance maladie, il y a une réglementation qui pourrait être mise en place, et qui voyez-vous finalement être le principal acteur de cette réglementation? C'est les pouvoirs publics, c'est au ministère de la Santé de conduire le cadre réglementaire. Du côté de l'assurance maladie, Thomas Fathomme a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Enfin, nous, on n'a pas été forcément ni consulté ni associé à des choix de certains acteurs d'implanter ces cabines dans des zones marquées commerciales. Et nous, on pense que le soin, ça peut pas être mélangé dans un supermarché entre le rayon fruits et légumes et bon voilà. Donc il y a probablement des progrès à faire. Moi, ce que je vois, c'est que c'est en train de se réguler. C'est-à-dire que on voit que quand les maires ont financé des cabines de téléconsultation, vous parlez du hall de la mairie ou de la succursale du département, en réalité, elles sont très peu utilisées parce que les gens ne vont pas à la mairie pour faire une consultation. C'est pas le réflexe.
Le sujet de la pharmacie, vous disiez, il peut y avoir une dimension commerciale, vous citiez des chiffres. Nous, on considère que le pharmacien est un professionnel de santé, que la pharmacie peut être un lieu d'accès aux soins qui n'est pas illégitime. Et donc, pour moi, je verrais les choses de façon un peu différente. Mais là aussi, c'est pareil. Probablement plus dans une zone où il y a peu de médecins généralistes, où on a beaucoup de gens qui recherchent un médecin traitant et qui n'arrivent pas à trouver. Très bien. Une réaction dans la salle. Docteur Valérie Briol, présidente. Alors, Docteur Valérie Briol, présidente URPS, sur la territorialisation des cabines, nous, on pense que ça serait bien justement d'avoir peut-être un accord ARS qui connaît les implantations des médecins, ou alors d'avoir un avis des médecins locaux pour l'installation des cabines, des télécabines. Ça, c'est la première chose. Et puis, secondo, c'est en réalité ce qui se discute avec vous, avec la CNAM et avec Monsieur Fatome au niveau des négociations, le seuil de 20%. On le comprend, mais quand on voit que très régulièrement dans les commissions paritaires, eh bien, ce sont en effet les psychiatres qui le dépassent, et ce qui paraît logique parce qu'ils sont pas tenus, ils n'ont pas forcément besoin de faire un examen clinique à chaque consultation. Je pense que plutôt que à chaque commission paritaire d'aller réguler ça, permettre dans ce cadre-là, et aussi, je crois que ce sont les anesthésistes qui sont demandeurs d'avoir un seuil plus souple, quoi, soit 30, soit 40, soit 50, ou adaptable pour eux, pour leur profession, sachant qu'il faut pas que ce soit 100%, on est bien d'accord. Je passe la parole à mon collègue psychiatre, justement. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'était tout à l'heure. Docteur Tano. Éric Tano, psychiatre, est membre de la commission paritaire régionale. Et contrairement à ce que vous avez dit, on a eu une discussion en commission paritaire régionale avec votre prédécesseur sur une des 3 grandes sociétés de téléconsultation avec un avis négatif. Donc on comprend mal pourquoi ça s'est autant développé alors que diplomatiquement, l'assurance maladie s'est abstenue, mais parce qu'elle avait déjà une opposition forte des médecins libéraux. Donc, 0 plus négatif, ça fait négatif. Alors, qu'il y ait une préoccupation des acteurs de la santé sur la financiarisation de la santé, l'assurance maladie le partage, et vous avez vu que dans le rapport chargé-produit de l'année dernière, publié par la CNAM, on a tiré la sonnette d'alarme, et l'assurance maladie, je pense, comme les libéraux, appelle l'attention des pouvoirs publics sur le fait que sur certains secteurs, il y a un risque de financiarisation de la santé qui nous paraît pas aller dans le sens de l'intérêt des patients et de la qualité de leur prise en charge. Donc, je peux vous rejoindre là-dessus. Mais après, au-delà de ça, donc sur la situation spécifique des psychiatres, ça a été ça a été dit. Moi, je pense effectivement qu'il y a certaines spécialités sur lesquelles il faut peut-être avoir une approche différente du seuil des 20%. Sur l'essentiel des téléconsultations en Île-de-France, on est sur de la médecine générale. C'est quand même ça où les volumes aujourd'hui sont les plus importants. Et là-dessus, à ce stade, de ce que je comprends des discussions qui sont en cours, puisqu'on est en train de renégocier la convention, il y a plutôt un consensus ou une position majoritaire pour maintenir un seuil. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Une autre question dans la salle, docteur Patrick Simon-Lanneville. Oui, docteur Patrick Simon-Lanneville, je suis ophtalmologiste. Je pense quand même qu'il faut dénoncer l'organisation des sociétés commerciales au sein des magasins d'optique. Là, on voit bien qu'il y a une confusion complète entre la prescription et la vente. Et la confusion est totale pour les patients. Il n'y a aucun respect de parcours de soins. Il y a une perte de chance claire. Et les patients pensent avoir validé une vraie consultation médicale. Or, en fait, c'est un examen totalement bâclé pour certaines spécialités comme l'ophtalmologie. Et il n'a rien à voir avec un examen clinique en présentiel. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Alors, je sais que c'est pas du ressort de la CPAM, oui, c'est ça. Mais je pense que le message doit passer auprès du ministère. Mais vous voyez la difficulté, docteur, on passe de la psychiatrie à l'ophtalmologie. Pour la psychiatrie, les psychiatres me disent c'est nickel et c'est prouvé, y compris scientifiquement.
En revanche, vous me dites, sur l'ophtalmologie, c'est très différent et tout le... Mais bien sûr. Mais donc, tout le monde a raison sur le fait qu'il y a probablement une approche qui doit s'affiner et se différencier en fonction des spécialités. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur le sujet, mais moi, je partage votre vigilance sur le fait que le thème qui a été lancé par l'URPS pour ce podcast, c'était faut-il réglementer, réguler, etc. On a des nouvelles pratiques qui se développent, qui prennent aujourd'hui une place très considérable. Il est évident que les professionnels de santé et l'assurance maladie doivent travailler ensemble pour améliorer le cadre de régulation et que le fait qu'il y ait un décret qui définisse un statut d'opérateur de téléconsultation s'accompagne d'un cahier des charges, d'engagement. Et je réponds au Dr Spira sur le respect des 20% par exemple sur leurs vacataires ou leurs salariés. C'est bien une obligation que le cahier des charges là du décret impose aux opérateurs de téléconsultation. Ils devront garantir à l'assurance maladie que eux ont mis en place un dispositif pour veiller au non-dépassement du seuil de 20%. C'est la plateforme qui devra... Ouais. Pour finir, et une question qui s'adresse à nos deux intervenants dans la perspective donc justement de ces activités, le développement de ces activités de téléconsultation. Est-ce que l'un et l'autre, vous voyez finalement un avenir au développement de la téléconsultation sur le thème de la permanence des soins ou sur le thème aussi de la téléconsultation assistée, notamment en binôme infirmier-médecin traitant dans le maintien à domicile? C'est une bonne question. On a de plus en plus de mal à répondre à une population vieillissante où il y a de plus en plus de demandes de soins de personnes qui sont à domicile. On a du mal à répondre à cette demande parce qu'on a moins de temps médical et qu'on a moins de médecins, y compris de jeunes médecins, qui veulent aller faire des visites à domicile ou qui peuvent. Et puis, on a des problèmes en Île-de-France, de circulation, etc. Et du coup, la téléconsultation, dans certains cas, peut fonctionner, et notamment s'il y a un professionnel de santé, en l'occurrence un infirmier, qui n'a pas besoin d'être un IPA nécessairement, un infirmier peut tout à fait être, à condition d'avoir appris à travailler avec un médecin et qu'on ait organisé un peu ça, et qu'on ait les bons outils techniques aussi, parce que le docteur Spira avait raison d'appeler l'attention sur le fait qu'il faut que l'équipement soit qualitatif, mais si on arrive à trouver les bons outils et la bonne formation, on peut avoir un tandem là de complémentarité entre la préparation de la consultation qui est faite par l'infirmier, le temps de téléconsultation qui est nécessairement un peu réduit, qui va durer moins de 10 minutes avec le médecin qui est à distance, éventuellement certains examens qui peuvent être demandés par le médecin, effectués par d'auscultation par l'infirmier. L'infirmier va aussi pouvoir observer le cadre de vie, des choses qui sont utiles normalement dans le cadre d'une consultation, la capacité de cohérence des propos, de la manière dont le patient se meut, etc. Et reporter ces informations au médecin, et on peut arriver à quelque chose d'extrêmement qualitatif. Docteur Spira, l'avis des médecins libéraux sur ces deux perspectives? C'est intéressant que vous parliez de la visite à domicile, puisque on fait actuellement à l'URPS une étude en collaboration avec l'ARS sur la visite à domicile, parce que là, on est effectivement dans un moment où la visite à domicile est en train de disparaître. Et bon, pour ce qui est de la téléconsultation en PDSA, actuellement, bon, effectivement, il n'y a pas en Île-de-France, en tout cas, la téléconsultation n'est pas inscrite au cahier des charges régional, mais par contre, elle est inscrite dans la convention. Donc je pense que ces éléments devront être discutés au niveau régional, puisqu'un travail actuellement, bilan de l'organisation de la PDSA et perspective a commencé en Île-de-France. Donc on pourra effectivement évoquer cette possibilité de installer, on va dire, la téléconsultation en PDSA, mais de façon organisée et en interaction à la fois avec les associations de régulation et éventuellement aussi les associations de visite à domicile. Parce que par exemple, un exemple de SOS Médecins qui propose des téléconsultations, des consultations en point fixe et des visites à domicile. Donc, possibilité effectivement de transformer une téléconsultation en visite ou en consultation. C'est des éléments importants pour pouvoir avoir une réponse qui soit plus adaptée à la demande du patient et à la pathologie du patient.
Merci. Il nous reste à remercier nos 2 intervenants pour la qualité de leurs propos. On voit que c'est un sujet qui est mouvant et qu'il faudra suivre avec attention quant à cette réglementation et aux usages qui sont faits donc de la téléconsultation par les médecins et par les patients en Ile-de-France. Rendez-vous pour un prochain podcast de l'URPS Médecins. À très vite et merci de votre attention.